vous êtes journaliste, vous avez été journaliste, vous êtes, je le dis, un écrivain voyageur, puisqu'on va parler de frontières avec vous, de passer les frontières. D'ailleurs, vous rejoindrez à Jarazel à 16h30 pour cette table ronde. Et depuis votre premier roman paru en 1980, il n'y a quasiment pas une année sans une parution, roman, essai, nouvelle de votre part. J'ose dire que vous êtes quasiment graphomane. Oui, d'autant plus que il y a quand même toute une période où j'étais par ailleurs journaliste, reporter. Mais donc je pense qu'il y a quand même un trou dans la... Il y a une époque de ma vie où j'étais quand même très occupé par mon activité journalistique. Donc je ne pense pas avoir fait beaucoup de livres à l'époque. Mais enfin, à Libé ou au Nouvel Obs, effectivement. Oui. Et là, vous venez avec votre dernier ouvrage, Tous passaient sans effroi. C'est un titre qui est emprunté à un vers célèbre d'un poème d'Alfred de Vigny, Le corps qui évoquait la chanson de Roland et le passage des armées de Charlemagne par l'école pyrénéen, car c'est de ça dont il s'agit, passer les Pyrénées. Voilà. Le franchissement des Pyrénées entre l'Ariège et Banlieue dans une période bien précise, celle de l'occupation. Et là, vous allez suivre, vous allez recenser autant d'histoires individuelles, personnelles, d'aviateurs, de réfractaires et ostéos, de résistants, de juifs qui tentent de passer en Espagne. Oui, parce que je crois que, d'après les estimations les plus récentes, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes, en tout cas vraisemblablement à peu près 30 000 ou un peu plus, qui ont traverser les Pyrénées de la France vers l'Espagne dans ces conditions et à cette époque. Donc c'est beaucoup de monde. Et j'ai essayé effectivement autour de 2 ou 3 histoires dont je connaissais les rudiments auparavant, notamment celle des frères Melville, enfin des frères Guimbach. Ouais. J'ai essayé de trouver des gens représentatifs de toutes ces catégories, je veux dire... c'est-à-dire des juifs, notamment des juifs allemands, autrichiens, etc., fuyant donc la Gestapo, ou la police française, des aviateurs alliés, puisque c'est des gros clients aussi de la traversée des Pyrénées, les aviateurs alliés, des gens, des Français fuyant voulant échapper au STO, le service du travail obligatoire en Allemagne, mais également désireux de rejoindre les forces alliées en Afrique du Nord ou en Angleterre. Je vois que vous regardez avec inquiétude sur la gauche. Qu'est-ce qui nous menace ? Franck Pavlov arrive. Nous avons le plaisir d'accueillir Franck Pavlov et c'est très bien. Vous franchissez effectivement cette frontière, Franck Pavlov, juste au moment où Jean Rollin parle de franchissement des Pyrénées. Voilà, précisément, parce que c'est ce qui vous rejoint l'un comme l'autre. Oui, prenez place tranquillement. Oui, donc Jean Rollin. Oui, donc j'ai essayé d'avoir un échantillonnage assez représentatif de tous les gens qui ont été amenés à traverser les Pyrénées pendant cette période. C'est une sorte de livre hommage ? Oui, c'est un livre hommage, oui, bien sûr, oui. Et vous-même, vous allez vous mettre en quelque sorte en scène, puisque vous-même, vous allez tenter de franchir à votre tour, vous allez tenter d'emprunter les sentiers que tous ces réfractaires, tous ces évadés de France ont... D'abord, j'aime bien voir les choses dont je parle. De surcroît, j'aime aussi marcher. Même si en général, je préfère marcher pas en montagne, parce que je manque un peu de souffle, vous le désormais dites, en tout cas. Vous avez pas mal d'humour vis-à-vis de vous-même. Oui, mais il y a lieu d'en avoir, parce que donc je savais que c'était non seulement que c'était à la limite de mes forces, mais je savais, ce qui ajoute une dimension pathétique à cette histoire, que c'était probablement la dernière année où je pouvais faire un truc pareil, quoi. Et effectivement, là, disons l'ascension réussie, qui est celle la plus difficile, qui est celle du col, que j'appellerais le col de Melville, le col par lequel vraisemblablement est passé Jean-Pierre Melville au-dessus de Bagnères de Luchon. Je suis à peu près sûr, là j'étais extrêmement étonné d'y arriver, et je pense que je n'essaierai pas une deuxième fois. Donc en effet, j'ai emprunté moi-même certains des passages ou essayé de les emprunter. Votre ami que vous appelez l'homme aux oursons relevait d'une opération délicate. Moi-même, je souffrais d'une sciatique, et à nous deux, nous formions une sorte d'allégorie du grand âge. Peu après le départ, nous fûmes doublés, ou plutôt laissés sur place, par 2 hommes jeunes, porteurs de tenues aérodynamiques, courant dans la montée en petite foulée et conservant encore assez de souffle pour nous saluer au passage, qui semblait quant à eux une allégorie de la vigueur. Oui, c'est exact. Oui. C'est exact, ce sont vos propres mots. Non, mais la description correspond à la réalité. On a effectivement été doublé par ces 2 phénomènes.
Jean Rollin, alors Franck Pavlov est arrivé juste à temps pour arriver quasiment au terme de cette émission. Désolé. Mais oui. je vous en prie, Franck. Et vous avez en commun, eh bien, tous deux, vous évoquez les Pyrénées, vous évoquez la Catalogne française, vous évoquez la ville Cerbère, où vont se croiser Franck Pavlov à l'hôtel du Rayon Vert, Oui. eh bien, notamment des fantômes, celui de Walter Benjamin, le philosophe Jean Rollin et Franck Pavlov. Jean Rollin. Donc, Walter Benjamin, vous attribuez, tout comme Franck Pavlov, peut-être, et là on en parlait il y a quelques instants avec Joël et Sandra, le souvenir d'une mallette, d'une valise disparue avec des manuscrits. C'est réalité ou légende ? En ce qui me concerne, je ne sais pas. Je ne sais pas si, en effet, si Walter Benjamin a perdu dans cette traversée un manuscrit inédit. Je ne sais pas. Alors, Walter Benjamin, il faut quand même peut-être resituer le philosophe allemand qui fuyait la Gestapo et qui a tenté de traverser l'Espagne, qui arrivait à Portbou, mais il s'est suicidé à Portbou. Donc, voilà, mais ça, on peut mentionner aussi au passage, enfin, le rôle de d'un couple, et plus particulièrement de l'élément féminin de ce couple qui s'appelle Lisa Fitko, qui est à l'origine, mais d'ailleurs avec le maire de Banyuls, qui est également un personnage assez remarquable, le maire de Banyuls à l'époque, et c'est eux qui ont en gros tracé ce chemin dont Walter Benjamin a été, si je puis dire, le premier usager. Voilà. Mais donc il avait été repéré par Lisa Fitko sur les conseils du maire de Banyuls. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'un comme l'autre l'occasion de lire vos romans respectifs, vos récits respectifs. Jean Rollin, si vous avez eu l'occasion de lire L'Hôtel du Rayon Vert. Mais effectivement, Lisa Fitko apparaît également chez vous, Franck Pavlov. Et vous avez un autre fantôme, effectivement, qui, lui, cherche à venir en France. C'est le poète Antonio Machado, qui, lui, fuit au moment de la retirada, c'est-à-dire au moment de la fuite des républicains espagnols en France, tente effectivement, lui aussi, de traverser la France. Il y sera. Il arrivera à Cerbère, mais il décédera. Et c'est vraiment touchant de voir, touchant, quel mot faible, de voir comment, dans un sens, il y a Antonio Machado qui franchit la frontière épuisé et qui va, quelques semaines après, décéder à Collioure. À Collioure. Et dans l'autre sens, Walter Benjamin qui va décéder à Portbou. Vraiment à une année de différence. Et tout ça en se frôlant à Cerbère, en se frôlant dans l'imaginaire. Alors évidemment, et cet hôtel du Rayon Vert qui est à Cerbère, il a vu ou il a senti ces deux personnages de haute volée se croiser sous sa terrasse. Et à partir de ça, on peut rêver à plein de choses. Mais il me semble que Walter Benjamin a perdu un manuscrit dont il a parlé, et Antonio Machado a perdu sa valise. Puisqu'on rencontre après Jim Harrison qui va à la recherche de la valise de Antonio Machado aussi. Ça reste des mythologies, donc comme s'il nous disait « Mon histoire ne se termine pas là. Que vous le cherchiez, c'est pas la chouette d'or, que vous la cherchiez ou pas, mon esprit, mon âme est là, et l'âme aussi de tous les descendants des Espagnols réfugiés, et l'âme aussi de tous ceux qui fusaient le nazisme, comme Walter Benjamin qui était juif. » Justement, ces mythologies, Franck Pavlov, vous ont servi de carburant pour ce nouveau livre. Je disais à Jean Rollin qu'il n'y avait quasiment pas une année sans une publication de sa part. Pour vous, il en est quasiment de même. L'Hôtel du Rayon Vert, ce roman publié chez Albin Michel le dernier. Mais justement, c'est un peu le carburant, ces souvenirs plus ou moins mythologiques, des valises perdues, des manuscrits perdus. Oui, ça avec cet hôtel qui est... Moi, je suis un écrivain des frontières, donc il n'y a pas mieux que cette frontière qui est franchie par des hommes de grande valeur. Et à partir de ça, j'ai invité 4 ou 5 personnages que j'ai inventés et qui vont se retrouver là autour, comme si au-dessus de cet espace Collioure, Portbou, Cerbère, il y avait une sorte d'énergie qui permettait aux uns et aux autres de se retrouver et de s'interroger sur leur passé. Et comme ils sont plusieurs, ils s'aperçoivent que leur propre vérité, elle est aussi dans l'esprit des autres. Et qu'on atteint sa vérité que si on regarde les autres. Et comme moi, je regarde le passé aussi. Et comme souvent dans vos livres, Franck Pavlov, poésie et histoire sont tissées. Oui, bien sûr, les poésies, en tout cas, oui, Machado, bien entendu, je le cite à plusieurs reprises
c'est pas facile d'accès. Il n'y a pas beaucoup de monde au-delà du Rhône, au-delà d'Amis France qui connaissent la Retirade et Antonio Machado. Je reconnais que j'étais invité là, la Retirade, ils ne connaissaient pas bien qu'est-ce que c'était, hélas, parce que je trouve que maintenant, si on avait donné toute cette valeur à la Retirade, on comprendrait qu'est-ce que c'est que d'abandonner un peuple. Je pense à l'Ukraine, bien entendu. Et il y a à partir de... Avec lequel vous avez quelques liens familiaux lointains. Oui, à plusieurs... Oui, bien sûr, oui. Et mon père a été dans les brigades internationales aussi. Donc, ça explique pourquoi j'ai une partie de mon esprit aussi attaché à ce peuple-là qui cherche à être aidé. Et la France ne les aide pas. Enfin, les aide un peu, mais pas vraiment. L'Hôtel du Rayon Vert, c'est aussi un roman choral. Oui, c'est un mot qu'on dit parce qu'il y a plusieurs voix qui vont se croiser. Il va y avoir un violoniste qui va jouer El Can del Orcel, qui est un chant des républicains espagnols repris par Pablo Casals et qui est magnifique. Il y a une photographe qui va regarder ce qui entoure et qui s'aperçoit que si elle regarde uniquement un petit coin, elle va raconter toute l'histoire. Et moi, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que j'arrive en retard, je m'excuse encore. Je suis comme Jean, je me suis fait une sciatique il y a 15 jours et ensemble, nous claudiquons peut-être bien. Et c'est peut-être le rayon vert ou c'est peut-être la frontière de Cerbère qui nous fait cela. Et ensemble, les auditeurs et les spectateurs et les visiteurs du salon du livre 16 Cévennes pourront vous retrouver à Jarazel, Franck Pavlov et Jean Rollin à 16h30 pour une table ronde. Vous serez tous les trois réunis comme vous l'avez été ici et je vous en remercie. Cette table ronde s'appelle précisément Franck Pavlov, Passer la frontière.